Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au bachelor du groupe Subdeco Montpellier. Alors pour répondre aux questions que vous avez posées et aux questions de la rédaction, nous recevons ce soir Thierry Dupuis, qui est responsable du concours, des admissions et du développement de ce bachelor. Bonsoir. Bonsoir. Et Jolita Sigaud, qui est une ancienne diplômée de ce bachelor en 2012 et qui aujourd'hui travaille chez Hermès. Vous nous parlerez de vos études, de comment ça s'est passé ensuite, du rapport entre vos études et peut-être de la profession que vous exercez ou du stage que vous êtes en train de faire. La première question, Thierry, sera certainement pour vous. Il y a beaucoup de bachelors aujourd'hui. Vous avez la particularité d'être en 4 ans, et on en reparlera. Mais il y a beaucoup de bachelors. Toutes les écoles de commerce ont plus ou moins monté des formations en 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Quels sont les critères de choix objectifs pour choisir un bachelor? Merci de poser cette question parce que c'est véritablement un souci d'actualité pour nos jeunes parce qu'ils sont en pleine orientation. À mon sens, il y a plusieurs critères à tenir en compte. Il faut premièrement que le bachelor choisi soit adossé à une grande école. Et grande école, donc appartenant à la conférence des grandes écoles et au chapitre des écoles de gestion et de management. Il y a 40 grandes écoles en France. Le deuxième critère, il faut impérativement que l'école que l'étudiant va choisir dispose au minimum d'une accréditation. Et la plus importante aujourd'hui, c'est l'accréditation à ACSB, où seules 18 écoles en France sont accréditées et 5% des établissements d'enseignement supérieur dans le monde sont accrédités. Et le troisième critère également, c'est ce que j'appelle moi la cote d'amour qu'on peut avoir par rapport à une école, par rapport aux journées portes ouvertes, par rapport au concours, les gens qu'on peut rencontrer, effectivement les locaux, le campus, et ça c'est véritablement personnel. Et un dernier critère qui est à prendre en ligne de compte, c'est l'insertion professionnelle, parce que il faut qu'il y ait absolument un retour sur investissement, tant par rapport au niveau des études et du temps passé que l'investissement financier. Ce sont aussi vos critères, Jolita, pour choisir un bachelor, ce que vous conseilleriez comme critère pour un jeune aujourd'hui? Oui, complètement. Moi, ce que je conseille également aussi, c'est de construire son CV le plus tôt possible. Et donc, ce bachelor permet de faire beaucoup de stages. Donc, c'est un point important aussi à prendre en compte. Et également l'accès à l'international. Grâce à ce bachelor, on a la possibilité de faire beaucoup à l'international. Ça, c'était un de vos souhaits quand parce que vous venez d'un bac économie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était un de vos souhaits, l'international, dès le départ? Oui, pouvoir m'ouvrir au monde, m'ouvrir à la vie et voir ce qui se passe à l'étranger. Alors concrètement, Thierry, ça se traduit comment au sein du bachelor, cette ouverture à l'international? Alors, vous avez bien fait de signaler que c'est un cursus spécifique en 4 ans. Pourquoi on a voulu le mettre en 4 ans? C'est justement pour doper une insertion professionnelle et répondre aux besoins antinomiques des cabinets de recrutement et des RH qui cherchent à recruter de jeunes diplômés avec de l'expérience. Ce qui permet au travers du cursus à nos étudiants de réaliser, et Jolita en parlera tout à l'heure, entre 17 et 21 mois d'expérience professionnelle. Et ce, idéalement à l'international, parce que le territoire de chasse de nos jeunes aujourd'hui, c'est plus la France, c'est plus l'Europe, c'est véritablement la planète. Donc on les incite effectivement à avoir un parcours international. Et d'ailleurs, ce bachelor est dédié aux affaires internationales. Alors, sur la totalité de ce cursus en 4 ans, 17 à 20 mois de stage, la partie internationale, ça représente combien? Ça peut représenter jusqu'à 2 ans. Les 2 premières années sont consacrées à l'enseignement des fondamentaux, c'est-à-dire les aides à la prise de décision stratégique en entreprise, c'est le commerce, le marketing, le management, la finance, les ressources humaines. Donc là, ça se passe à Montpellier? Tout à fait, sur le campus. La 3e année, on propose à nos étudiants un double choix, soit une année d'application cadre en entreprise, soit notre programme Chine. Donc là, on envoie nos étudiants qui le souhaitent les 6 premiers mois à Shanghai, dans une business school qui s'appelle Shanghai Institute, suivi de 6 mois de mission à réaliser en Asie. Et la dernière année, nos étudiants ont un double choix. Soit ils partent dans une de nos 57 business schools étrangères partenaires, pour valider le diplôme en question. Et là, ce n'est pas un cursus touristique de 3 ou 4 mois, c'est véritablement 2 semestres académiques pour valider le diplôme en question. Ou pour l'étudiant qui le souhaite, ils peuvent rester sur le campus de Montpellier et valider un diplôme étranger, qui est le diplôme de référence australien, qui est au ranking de Shanghai. Alors, vous avez parlé d'Australie, justement, ça tombe bien, on a Andrew qui nous dit, lui, est intéressé
par faire une partie de son cursus international en Australie. Il nous demande si c'est possible. Oui, c'est possible. Nous avons déjà plus de places ouvertes que d'étudiants par rapport à nos partenariats étrangers, dont celui de la Trobe, campus basé à Melbourne, qui est véritablement la business school de référence australienne. Alors vous, Lolita, quel était votre parcours international à Montpellier? Alors moi, concrètement, j'ai fait 2 ans à Montpellier, mes 2 premières années. Dès la 3e année, je suis partie en stage à New York pendant 10 mois. Et ensuite, en 4e année, j'ai fait le double diplôme, donc à la fois à Montpellier, le double diplôme, celui de Montpellier et celui de Manchester University. Alors qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience à l'étranger? Tout d'abord l'anglais, ça m'a permis de devenir bilingue grâce à mon stage à New York et de me perfectionner grâce à mon année universitaire à Manchester. Alors justement, on a une question sur le niveau d'anglais. Quand vous avez intégré le bachelor, vous aviez un bon niveau d'anglais? Il faut être parfaitement fluent en anglais? Non, j'avais concrètement un très mauvais niveau d'anglais et j'espérais justement, j'attendais de cette école de pouvoir améliorer mon anglais et pouvoir voyager et de ce fait parler couramment anglais. Donc le niveau d'anglais n'est pas rédhibitoire? Non, aucunement. Excusez-moi, mais je vais oser le dire, je pars du principe que le système de l'éducation nationale est nul et non avenu pour l'apprentissage des langues. Donc dans nos procédures de recrutement, certes, il y a une épreuve orale d'anglais coefficientée, mais qui n'est pas éliminatoire parce que ça fait partie de nos engagements de booster le niveau de langue. Alors comment, vous allez me dire, d'une part, les 2 premières années, l'enseignement se fait par groupe de niveau, débutant, moyen, excellent, sur des groupes d'une 15aine d'étudiants maximum, face à des interlocuteurs obligatoirement originaires de la langue qu'ils enseignent. Et en plus, sur notre campus, nous avons plus de 600 étudiants étrangers. Donc, ils sont amenés, l'international se déroule tout de suite sur notre campus. Ils sont amenés à entendre dans les couloirs parler anglais, chinois, allemand, espagnol, que sais-je. Donc, voilà. Et après, ils vont véritablement booster leur niveau d'anglais par rapport au stage d'une année et par rapport à la business school, comme Jolita l'a évoqué. C'est important de préciser, parce que le niveau d'anglais est toujours une angoisse. Et là, on a Julie qui nous dit, mais une 3e année en anglais, ça va être horrible. Comment vous nous aidez? Oui, alors comme je viens de l'évoquer, c'est effectivement, par rapport à un bachelier, je comprends que ça peut angoisser effectivement le candidat ou la candidate ou la future étudiante en l'occurrence, mais il y a véritablement une politique d'accompagnement. Il y a aussi, ce qui m'amène à vous dire qu'il y a chez nous véritablement un encadrement, un tutorat personnalisé. Donc on ne va pas laisser sur le chemin des étudiants qui pourraient entre autres avoir des difficultés en anglais. Il y a même des professeurs qui vont se donner des cours, qui vont donner les cours individuellement pour booster effectivement le niveau d'anglais des gens qui sont en difficulté. Mais franchement, à mon sens, c'est d'une part la base académique des 2 premières années et après l'année en entreprise où là le jeune est confronté obligatoirement à pratiquer l'anglais. Ah, c'est une question pour vous, Jolita. On vous demande qu'avez-vous appris pendant les 2 premières années? On a compris que les années suivantes, on partait vraiment beaucoup en stage international. Mais les 2 premières années, vous avez appris quoi? Les 2 premières années, c'est une formation très généraliste. Donc ça me permet de me former à la fois au marketing, à la communication, mais aussi, comme l'a dit Thierry, aux ressources humaines, aux finances, à la comptabilité, au droit. On touche beaucoup de choses directement. Et les 2 premières années, ça m'a permis de construire aussi un véritable réseau, un réseau de camarades que j'ai toujours continué à suivre à travers le monde ensuite. Thierry, comment ça se passe aussi ces 2 premières années en termes pédagogiques? Alors, il faut véritablement souligner qu'on apporte un socle de compétences très généraliste. Pourquoi? Parce qu'un jeune aujourd'hui, et là je m'appuie sur les statistiques APEC, Association pour l'emploi des cadres, va être amené plus tard à changer au minimum 7 à 8 fois de métier ou de secteur d'activité tout au long de sa carrière. Et il faut véritablement qu'il ait un socle de compétences très large pour pouvoir rebondir d'un métier ou d'une fonction à une autre. Par contre, ce qu'on a voulu rajouter aussi, heureusement ou malheureusement, ce sont des cours un peu plus spécifiques, tels que la certification Voltaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la génération Y, que j'appelle moi la génération SMS, malheureusement le niveau de français est en train de s'amoindrir et de s'appauvrir, et il n'y a rien de plus rédhibitoire que de faire une faute d'orthographe dans une lettre de motivation. Donc on accompagne véritablement nos étudiants à rattraper ce niveau de français pour atteindre l'excellence. Et puis d'autres domaines de compétences tels que la lecture rapide pour qu'ils puissent mémoriser un maximum d'informations dans un minimum de temps. Alors,
On revient inévitablement sur le cursus en 4 ans, puisque il y a le standard LMD, donc 3 ans ou 5 ans. Et on a une question qui nous dit, mais est-ce que les entreprises n'ont pas tendance à privilégier le niveau Bac plus 5 et ce niveau intermédiaire qui entraînerait, lui, de fait, une poursuite d'études? Alors, à aujourd'hui, concernant la promotion de l'année dernière, 70% des diplômés ont été recrutés avant d'être diplômés, pardon. Hein, avec une moyenne de salaire pour ceux qui sont restés travailler en France, 31 800 euros annuel brut hors prime, et 34 000 euros pour ceux qui sont partis travailler à l'étranger, et ça représente 40% de nos étudiants. Et Jolita, par rapport à son réseau, a justement des exemples d'étudiants qui ont pu s'insérer directement après effectivement notre bachelor. Mais je crois que c'est réellement dû par rapport à notre année supplémentaire en entreprise et non pas 3 années académiques pures. Par contre, il va sans dire que depuis 3-4 ans, on a une propension qui augmente d'année en année et qui continue sur un grade de master chez nous ou ailleurs. Alors Jolita, on ne va pas vous demander quelle est votre rémunération chez Hermès. Par contre, ce qu'on peut vous demander peut-être, c'est vous faites quoi aujourd'hui? C'est quoi votre poste? Je suis chargée de projet des commandes spéciales chez Hermès. Donc c'est tout ce qui touche aux sur-mesures. Et alors, en quoi la formation que vous avez suivie vous a préparé à ce poste? La formation que j'ai suivie m'a préparée à ce poste parce qu'elle m'a appris déjà une formation vraiment générale. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé dans la mode, dans le business de la mode. Est-ce que le tissu relationnel que vous avez créé pendant vos 4 ans d'études, vous l'avez gardé aujourd'hui? Est-ce que vous avez un réseau que vous entretenez, un réseau d'anciens? Est-ce que vous appuyez sur le réseau d'anciens de l'école? Oui, j'ai un réseau que je tiens à entretenir et à conserver, à la fois grâce à mes stages que j'ai faits dans le passé, mais aussi grâce à mes anciens camarades. Il y a notamment l'association des anciens diplômés de Subdeco Montpellier, qui organise régulièrement au travers le monde des after-work, que ce soit à Paris, à Shanghai, à New York, et même bientôt... je ne sais plus où, quelque part dans le monde. Alors, il y a une question qui rejoint le réseau des anciens. On a Oscar Roméo qui vous dit, voilà, moi j'aimerais beaucoup intégrer votre école, mais je n'ai pas les moyens forcément de financer ces études-là. Qu'est-ce qu'il existe comme possibilité? Et c'est peut-être là qu'on peut parler d'alternance. Alors, pas uniquement. Je vais d'abord vous parler de nos valeurs. Nos valeurs qui nous sont chères, c'est ouverture, diversité, responsabilité. Et de là, on a mis véritablement en place une politique d'égalité des chances. Il faut savoir qu'actuellement, en France, il y a 2 établissements qui ont effectivement ce label diversité, et on a voulu mettre en place donc des bourses d'excellence. Ces bourses d'excellence sont délivrées à nos étudiants selon 2 critères. Le premier critère, c'est la manière dont ils ont obtenu le bac. Donc la mention, à partir de mention assez bien ou bien. Et les critères sociaux, comme le dit mon directeur général, il est hors de question qu'on offre les 4 années d'études, parce que la bourse d'excellence offre les 4 années d'études, c'est pas des moindres, ça fait 28 000 euros, à des fils d'archiduc ou d'archiduchesse. Donc ça permet véritablement d'avoir une mixité sociale au sein de nos promotions, et ces bourses d'excellence, ça concerne, c'est pas anodin, 7% d'une promotion de première année. La deuxième bourse, c'est la bourse du mérite. Donc là, ce sont les meilleurs au concours d'entrée. On ne prend pas les critères sociaux en compte. C'est véritablement la moyenne générale. Et là, c'est une bourse de 2 500 euros cofinancée par nos entreprises partenaires. Autre possibilité pour l'étudiant qui a envie de cofinancer ses études, vu l'investissement, on propose à nos étudiants de travailler 10 heures par semaine dans la vie de leur école sur des missions à valeur ajoutée, ce qui leur permet d'avoir un pécule, une rémunération de 400-450 euros net par mois, ce qui permet de prendre en charge, entre autres, les frais de logement. Une autre bourse, c'est les prêts d'honneur renouvelables. En fonction, on ne veut pas que l'aspect financier soit un frein. Et donc, s'il y a un accident de la vie, perte d'emploi d'un des parents, souci de santé, etc., le groupe Subdeco Montpellier, sans passer par une banque, délivre une certaine somme d'argent et d'allègement des droits de scolarité. Plus après, effectivement, nos partenaires bancaires qui aident nos étudiants à financer leurs études. Donc ça, c'est pour toute la partie, effectivement, financement.
élément important quand même de la politique générale du groupe Subuteco Montpellier, c'est l'alternance. Oui, alors ça c'est une autre solution dans le cadre de la politique d'égalité des chances. Nous avons été l'école précurseur à mettre l'alternance, effectivement, d'abord sur le grade du master, et depuis cette année sur le grade du bachelor. Le rythme se fait 3 semaines en entreprise, 1 semaine école. Pourquoi avoir choisi ce rythme? Ça permet à nos étudiants d'avoir un territoire de chasse qui concerne toute la France, parce que ça permet effectivement de faire 3 semaines de mission sur Paris, par exemple, et 1 semaine école à Montpellier. Et l'alternance permet, 1, de booster son employabilité, 2, vous l'avez bien dit, de prendre en charge le coût de la scolarité, et 3, de percevoir un salaire. Donc d'avoir une certaine indépendance et autonomie financière. Encore faut-il trouver l'entreprise qui va vous accueillir. Oui, alors c'est une des raisons pour laquelle, si nos chiffres sont présents, on a plus de 600 étudiants en alternance, enfin 600 alternants, pardon, c'est qu'on a voulu se donner les moyens pour y arriver, et au départ, on s'est appuyé sur notre direction du développement, qui est composée d'une équipe de plus de 14 personnes, véritablement dédiée pour l'accompagnement de nos étudiants à trouver une entreprise. En France ou à l'étranger. Alors ça se passe comment? Au départ, on travaille avec eux sur leurs projets professionnels, sur les techniques d'entretien, comment construire un CV. Et après, grâce à nos partenaires, effectivement, on propose certains recrutements sur notre campus et d'autres missions proposées effectivement spontanément. Par contre, il est hors de question qu'on dise à nos étudiants, voilà, demain vous aurez un contrat d'alternance dans telle entreprise au 3e étage avec un fauteuil en cuir et la climatisation. Donc il y a véritablement aussi une démarche personnelle. Vous avez été alternante? Non. J'aurais bien aimé, mais à l'époque où j'ai fait ce bachelor, il n'y avait pas encore la possibilité de l'alternance. On nous pose une question sur l'année de césure, qui est une forme traditionnelle au sein des écoles. Est-ce que c'est possible sur votre bachelor? Oui, complètement. C'est peut-être aussi ce qui nous distingue. C'est pour ça qu'on a un bachelor en 4 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi à l'étudiant de véritablement vérifier la cohérence de son projet professionnel. Je m'explique, on peut très bien avoir envie de travailler dans le marketing et pourquoi pas chez L'Oréal, et puis se rendre compte que tout compte fait, le marketing c'est pas fait pour nous et le monde du luxe non plus. Et il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, moi le premier. Alors, on a plusieurs questions sur les critères d'admission et sur vos processus de sélection pour entrer dans votre bachelor. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu le process de sélection et puis à qui vous vous adressez? On nous demande si vous privilégiez effectivement l'effort en maths. Alors, on s'adresse à tout type de section, S, ES, L, STG. C'est vrai que 80% de nos recrutements sont attribués aux séries S et ES. Mais on ne met pas sur le côté du chemin les séries littéraires ou effectivement techniques. Alors, la sélection s'effectue en 2 temps chez nous. D'abord sur dossier de candidature, qui est l'épreuve d'admissibilité, où on va chercher à mieux connaître le candidat, information générale classique, sa formation, sa connaissance des langues étrangères, énormément de questions sur sa personnalité, et on va même jusqu'à y joindre une lettre de recommandation type à faire remplir par la personne de son choix, qui a pu l'apprécier soit dans un contexte académique, professionnel, associatif ou sportif. Une fois que ce dossier est présélectionné, il est présélectionné selon 5 critères: le fond, la forme, la connaissance du programme, la mobilité géographique future et le contenu de la ou des lettres de recommandation. Là, le candidat est convié sur une de nos sessions de concours, qu'il va choisir parce que nous avons des sessions de concours tous les mois, de janvier à septembre. Et là, le concours s'effectue de la manière suivante. Le matin, on fait passer au candidat le TAGE, post-bac, qui est un test conçu par la FNEJ, qui nous permet, au travers de différentes épreuves chronométrées, de cerner effectivement la logique, l'esprit de synthèse, la compréhension des candidats. Le midi, on invite nos candidats à déjeuner pour rencontrer nos diplômés, nos étudiants, parce que je pars du principe que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et l'après-midi, ils ont une épreuve orale d'anglais
et un entretien de recrutement où là on s'appuie sur une méthode appartenant au cabinet E-Management qui va nous permettre de déceler véritablement les compétences que nous recherchons et de vérifier si on partage les mêmes valeurs. Comment vous avez vécu, vous, Jolita, votre processus de recrutement? Exactement comme ça? Exactement comme Thierry vient de l'expliquer. Et j'en garde un très bon souvenir de cette journée. Vous avez passé beaucoup de temps à faire votre dossier de candidature? C'est vraiment un moment important, ce dossier? Un petit peu, et ça me tenait à cœur de bien le remplir correctement, et même pour moi de me connaître réellement qui je suis, et grâce aux questions qui étaient posées. Alors, on redoute toujours un peu les épreuves orales, notamment ces entretiens un peu de motivation. C'est un entretien qui est déstabilisant. Ça s'est passé comment pour vous? C'est pas forcément très agréable, c'est un moment pas forcément très agréable à passer, mais on en garde quand même un très bon souvenir, et entre camarades on en parle encore, parce que comme vous pouvez le voir, Thierry nous met très à l'aise, et c'est un entretien qui est au final très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pratique aux internautes qui nous écoutent, qui vous écoutent et qui envisagent de déposer un dossier? D'être soi-même et d'être motivé. Bon, c'est clair. Alors, c'est important ce que vous venez de dire. On n'est pas là au niveau des entretiens de recrutement pour déstabiliser le candidat. Parce que c'est pas dans ces moments-là qu'on retrouve les meilleures compétences. Non, mais c'est toujours une crainte qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Alors, comment on s'organise? C'est qu'on demande aux candidats de nous faire part au minimum de 2 expériences qu'ils ont connues dans un laps de temps inférieur à 18 mois, 1 an et demi. Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Donc ça peut très bien être une réussite comme un échec, et ce dans tout contexte, associatif, sportif, culturel, personnel, familial, que sais-je. Et ce qui va nous intéresser, ce n'est pas véritablement le résultat, mais beaucoup plus la façon qu'ils ont mis en place pour atteindre ce résultat ou pour ne pas renouveler l'échec. Donc ce qu'on va souhaiter entendre d'eux, ce sont des expériences qui les ont marqués, impliqués, dans lesquelles ils ont joué un rôle d'acteur et non spectateur. Est-ce que les notes de terminale comptent? Alors, bien sûr, on regarde effectivement les relevés de notes. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est les annotations et les absences. Pour ne prendre que mon exemple personnel, mes études m'ont toujours poursuivi jusqu'au bac. J'ai eu le déclic après l'obtention de mon bac. Donc, je me dois aussi de laisser la chance à des étudiants où ils ont un dossier, des relevés de notes moyennes, et des étudiants qui peuvent très bien se révéler après, dans le cadre d'études supérieures. Vous étiez une bonne élève, Jolita, en terminale? Oui, ça va. Oui, vous aviez une bonne capacité de travail? Oui. Alors, au fond, est-ce qu'il y a une préparation? Parce qu'on a parlé du TAGE tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une préparation? Puisque, bon, dossier de candidature, donc là, effectivement, il faut préparer avec soin. Oui. Épreuve d'anglais, bon, pas forcément une préparation, à la limite sur le niveau de terminale, même si vous avez souligné le niveau actuel. Mais est-ce qu'il y a une préparation spécifique, à votre avis, à faire? Alors, comme le disait Jolita, sur ces journées de concours, le meilleur atout, c'est la spontanéité et la transparence. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à recruter des clones. Demain, avec les compétences qu'on va octroyer à nos étudiants, un contrôleur de gestion aura véritablement une approche, une typologie différente qu'un directeur export. Donc on cherche aussi à recruter des talents qu'on va voir révélés au travers de l'entretien, au travers du dossier de candidature. Et bien entendu, par rapport au test TAGE, il faut pouvoir s'entraîner. Et pour cela, on a mis des liens pour s'entraîner sur ce TAGE. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais la question est posée. Vous avez un triple diplôme, oui. Et vous avez un internaute qui me dit, mais est-ce que ça ne fait pas un peu accumulation de médailles, et à quoi ça sert? Alors, au contraire, et je rappelle pour nos téléspectateurs que le triple diplôme, on n'en a pas assez parlé à mon sens, c'est le bachelor du groupe Subdeco Montpellier, la licence de l'Université de Montpellier 2 dédiée au management sciences et technologies, que nos étudiants valident par système d'équivalence, licence délivrée via l'IAE, plus le diplôme d'une de nos business schools étrangères partenaires. Alors c'est important pour le monde de l'entreprise de pouvoir effectivement recruter et identifier des candidats qui vont sortir du lot et qui vont valider un diplôme universitaire, un diplôme d'une grande école française et d'avoir effectivement un diplôme étranger. De plus en plus, on est dans l'internationalisation des affaires et c'est ce que les recruteurs recherchent. C'est de recruter effectivement des diplômés qui sont préparés à ces affaires internationales.
Alors justement, puisque vous parlez d'internationalisation, il y a une question de Lola sur l'internationalisation. Alors non pas forcément des études, parce qu'on a bien compris la part qu'on peut passer à l'étranger, mais la présence d'étudiants internationaux sur le campus. On nous demande si finalement ça parle beaucoup de langues sur le campus et si vous êtes au quotidien avec des étudiants étrangers lorsqu'on est sur les premières années en France ou lorsqu'on est sur le campus à Montpellier. Oui, à Montpellier, de suite, on rencontre des étudiants du monde entier et il y a de nombreuses associations qui permettent encore plus de rencontrer de nouvelles personnes. Donc grand brassage culturel. Plus de 600 étudiants représentant 18 nationalités étrangères différentes. Donc vous imaginez effectivement, le melting pot qu'il peut avoir sur le campus et le brassage culturel automatiquement. Et comme je disais tout à l'heure, l'international se déroule dès l'arrivée sur le campus. Alors une question pour vous, Jolita, quand on est diplômé de ce bachelor, au fond on se sent diplômé du bachelor ou du groupe Subdeco Montpellier? On se sent diplômé du groupe Subdeco Montpellier. On fait vraiment partie d'un groupe, d'une véritable entité. Alors ça se traduit, c'est-à-dire vous voyez régulièrement, enfin vous côtoyez les étudiants du master et les étudiants des autres formations du groupe? Oui, on se sent tous au même niveau. Comme je le disais, les associations sont rassemblées pour tout le groupe. Et même après, quand on se voit à l'extérieur, quelle formation as-tu fait? J'ai fait le groupe Subdeco Montpellier. Et on ne se différencie pas avec le bachelor ou l'autre programme. Alors merci à la téléspectatrice de poser cette question parce que c'est important à souligner, nos étudiants bachelor et master partagent le même corps professoral et le même campus. Donc il n'y a pas de promotion ou de formation scindée. Hein. Ils partagent véritablement les mêmes locaux, le même corps professoral. Et effectivement, au travers des associations, ça leur permet de mieux se connaître et de créer une cohésion et une culture groupe. Alors, puisque vous parlez de score professoral, vous avez une question, et on vous demande, indépendamment de la durée, puisque le programme master n'est pas la même durée évidemment que votre programme en 4 ans, quelle est la différence fondamentale dans les enseignements qui sont dispensés, et notamment sur la partie marketing, management, cette partie qui forme le socle finalement des études? Oui, alors on va au départ partir sur tous les fondamentaux, l'enseignement de la prise de décision stratégique, et on va donner cet enseignement progressivement au travers essentiellement de travaux de groupe, parce qu'une réussite ne se fait jamais seule. Et je pense aux études de cas marketing ou aux études de contrôle de gestion. Ça va être véritablement de trouver des solutions en équipe, en groupe. Et on part du principe que nos étudiants ont des droits et des devoirs. Et en termes de droits, ils ont en amont des cours l'ensemble des supports de cours, ce qui leur permet d'anticiper le cours. Et de pouvoir avoir un enseignement beaucoup plus sous forme d'échange, de débat, qu'un enseignement purement descendant. On a parlé des voies d'admission, vous avez essentiellement parlé des bacheliers, et il y a Kevin qui est en Bac+2 et qui nous demande s'il peut intégrer l'école, et si oui, à quel niveau d'études? Oui, alors Kevin, effectivement, avec un Bac+2, peut intégrer la 3e année de notre cursus. Et là, cette 3e année s'articule de la manière suivante. C'est 6 mois de cours, totalement en anglais, 9 mois en entreprise et 6 mois de cours. Toujours pour la validation d'un triple diplôme, dont celui de la Trobe University, l'université de référence australienne. Et les conditions d'accès? Alors, ce sont les mêmes conditions d'accès, sauf que là, on se doit, pour une intégration directement en 3e année, d'être plus consciencieux et vigilant par rapport à la maîtrise de l'anglais. Et donc là, ils ont un test qui s'appelle le Proficiency Test à passer. C'est une épreuve de 2 heures, une épreuve écrite, où il faut valider 70 sur 100, ou le TOEFL, où il faut avoir un score de 80 sur 120. Alors, plusieurs questions qui ne sont pas des questions d'ordre pédagogique, mais plutôt des questions d'ordre pratique. La première vous demande de parler du campus. Où est-ce qu'il est situé? Comment il est? Si vous pouvez le décrire rapidement. Oui, c'est un campus sur 7 hectares, au milieu des pins, très agréable à mon sens, à l'extérieur du centre, mais tout en étant à proximité du centre de Montpellier, parce qu'on a des lignes de tramway juste devant notre campus qui amènent nos étudiants en même pas 10 minutes en plein centre de Montpellier sur la place de l'Écusson. Vous êtes de Montpellier, je crois. Vous connaissiez le campus Je ne connaissais pas le campus avant et je l'ai découvert en y entrant. Alors, question à laquelle vous pouvez peut-être répondre, on nous demande si le recrutement, c'est essentiellement des étudiants montpelliérains. Non, ce sont des étudiants issus du monde entier.
Pour revenir sur la chose qui a été évoquée tout à l'heure, dans ma promo, il y avait une Colombienne, une Russe. C'était vraiment un melting pot depuis le début. Vous avez gardé contact Oui, avec bien elle entendu. Montpellier, c'est une ville qui est connue pour être une ville très étudiante, donc avec les problématiques qu'on peut connaître de logement étudiant. Vous avez des facilités, c'est simple de se loger à Montpellier? Alors, on a voulu effectivement accompagner nos étudiants au travers de la création d'une association logement, où là, on va mesurer le coût, la sécurité, la propreté des logements de proximité, et on va assurer effectivement le turnover des étudiants qui partent en entreprise, qui sont diplômés, et qui permettent aux nouveaux, après, de trouver un logement plus facilement. Et ce qui m'amène aussi à vous dire que grâce au tramway, on a des étudiants qui vont chercher à habiter en bordure de plage, sur des logements à loyer modéré, parce que effectivement les propriétaires ne trouvent pas de locataires dans ces périodes-là, et ce qui leur permet d'avoir un cadre de vie pour étudier idéal et voire même idyllique. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour de l'intégration, mais vous avez déjà parlé de l'intégration de vos diplômés. Puis une question pour vous, Jolita. Est-ce que vous pouvez parler de vos stages? Comment ça s'est passé? Quelle impression vous en avez retiré? Est-ce que fondamentalement ça vous a appris? Alors pour moi, les stages, ce sont les meilleures formations possibles. Dès mon premier stage de 2 mois, j'ai énormément appris. Je l'avais fait à Paris chez Princesse Tam Tam. Oui, dans la communication. Mon deuxième stage, je l'ai fait pendant 10 mois à New York, chez un designer japonais, chez Issey Miyake, en tant que dans la presse. Et ensuite, mon troisième stage, je l'ai fait chez Orchestra à Montpellier, dans le marketing. Et alors, est-ce que pendant ces stages, vous avez complété votre formation? Est-ce que des choses que vous avez apprises pendant votre formation vous ont servi au quotidien? Oui, j'ai tout simplement mis en pratique tout ce que j'avais pu apprendre, et j'ai encore appris de nouvelles choses. Et autre question qu'on nous pose, est-ce qu'on doit trouver soi-même les stages, ou est-ce que c'est l'école qui nous aide fortement à les trouver? Je remercie les téléspectateurs parce qu'ils ont vraiment des bonnes questions. On a une banque de stages où tous les ans, en l'occurrence l'année dernière, on a envoyé sur l'intranet de nos étudiants plus de 2800 offres de stage. On a un service qui présélectionne les offres de stage par rapport au sérieux de l'entreprise et par rapport aux missions confiées. Et toujours en accompagnement avec une équipe dédiée pour travailler les techniques d'entretien et aider à mettre nos entreprises partenaires. On a 33 grands partenaires, mais plus de 900 entreprises partenaires classiques pour mettre en corrélation l'étudiant et l'entreprise. Alors, ce live arrive à sa fin et on va prendre une dernière question, plutôt pour vous, peut-être Thierry, qui est une question de Kevin et qui nous demande si vous pouviez résumer rapidement quels sont vos principaux atouts par rapport aux autres bachelors. Un bachelor adossé à une grande école, triplement accrédité, qui propose l'alternance en dernière année, avec effectivement des aides au financement. Bachelor avec une spécificité qui est en 4 ans, donc très professionnalisante, et qui offre un triple diplôme. Eh bien, écoutez, je crois que c'est clair. Thierry Dupuis, Jolita Sigaud, merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction et des internautes. Et rendez-vous pour de prochains lives.